Bienvenue dans Parole du Monde. À l'occasion de la Coupe du Monde de football qui commence le 11 juin prochain, le Bureau international du travail sort son carton rouge contre le travail des enfants. D'après le BIT, ils sont plus de 200 millions dans le monde, moins de 18 ans à exercer une activité professionnelle. La moitié risque leur vie. C'est le dossier de cette émission. Au programme également une rencontre avec une journaliste palestinienne de nationalité israélienne. Roula Djebréal publie Miral chez O Éditions. Et on commence comme d'habitude par notre tour du monde des télévisions étrangères. Ça s'appelle Écran d'ailleurs et c'est préparé par Paul Bouffard. Parade digne de l'ère soviétique à Moscou, le président russe Dmitri Medvedev fête la victoire des Alliés sur les nazis. 10 000 soldats et des caméras embarquées sur les chars et autres avions de chasse. Mais derrière le défilé grandiose, une polémique. Les nationalistes voient d'un mauvais œil que la bannière étoilée marche au pas pour la première fois sur la place rouge. Survêtements et voiles dans un stade de Gaza City. Des Palestiniennes improvisent une compétition d'athlétisme. Course, saut en longueur, ces femmes font du sport en plein territoire gouverné par le Hamas. Pourtant, pour les islamistes au pouvoir, l'activité est contraire aux lois divines. Pas de député à la Chambre des communes pour l'extrême droite anglaise. Échec aux législatives, mais dans la rue, Bob Bailey démontre que les membres du British National Party sont des hommes de terrain. En visite dans la banlieue de Londres, une bagarre éclate. L'homme politique roue de coups un jeune d'origine asiatique. Get on your way. C'est le plus jeune Premier ministre britannique depuis près de 2 siècles. David Cameron a été nommé par la reine après la démission du sortant Gordon Brown, le chef de file des conservateurs, met donc fin à 13 ans de règne travailliste et fait entrer les libéraux démocrates au gouvernement. Le nouveau locataire du 10 Downing Street avait remporté les élections législatives du 6 mai dernier, mais sans majorité absolue. Les Philippins l'appellent Noynoy, petit garçon. Il est le fils de l'ancienne présidente Cory et du sénateur Ninoy. Benigno Aquino est le nouveau président des Philippines, dans un pays où près d'un habitant sur 3 vit avec moins d'$1 par jour. Il avait fait de la lutte contre la corruption et contre la pauvreté la priorité de sa campagne. À noter que les violences qui ont accompagné les élections ont fait au moins 10 morts. Ils se sont ouverts dans un climat de scepticisme. Après 18 mois d'interruption, les pourparlers ont repris entre Israéliens et Palestiniens, mais il s'agit de négociations indirectes par l'intermédiaire de l'émissaire américain George Mitchell. Et en attendant d'avoir un État, eh bien, les Palestiniens disposent d'un embryon d'armée, une force spéciale formée par les États-Unis à la frontière cisjordanienne. Son rôle, c'est de défendre l'autorité palestinienne. Ces soldats sont des soldats palestiniens. Membres du 2e bataillon spécial, ils s'entraînent en situation ici à Jéricho, en Cisjordanie, pour désamorcer un attentat suicide ou neutraliser un sniper. Des heures et des heures d'entraînement pour ces troupes déployées en Cisjordanie contre 2 cibles clairement identifiées, les gangs criminels et le Hamas. Appelées forces de sécurité nationale, ces unités ont été créées en 2005 sur une initiative américaine. 3 bataillons de 500 hommes, chacun financé par Washington. Des Palestiniens soigneusement recrutés en Cisjordanie pour éviter tout lien avec la criminalité ou le terrorisme. L'objectif, créer une armée loyale envers l'État palestinien à venir. En attendant, ces unités doivent protéger le Fatah contre une éventuelle prise de contrôle d'une faction rivale, en l'occurrence le Hamas. كنا جاهزين قبل ذلك ونحن اليوم أكثر جاهزية من أجل استلام كل هذه المناطق. Reste que les Israéliens occupent toujours la Cisjordanie. Certains voient d'un mauvais œil cette armée nationale capable de prendre les armes contre Israël. D'autres lui reprochent de n'être que le supplétif de l'occupation israélienne. Seule la création ferme et définitive d'un État palestinien pourrait mettre fin aux soupçons.
C'est leur dernière exigence avant de mettre fin à leur mouvement. En Thaïlande, les chemises rouges demandent au vice-premier ministre de se rendre à la police. Les manifestants estiment qu'il est à l'origine des affrontements qui ont fait 25 morts et 800 blessés le 10 avril dernier. La crise qui dure depuis la mi-mars paralyse le centre de Bangkok et commence à peser sur l'économie. Les opposants au régime ont déjà obtenu du Premier ministre l'organisation d'élections anticipées le 14 novembre prochain. Il l'a choisi pour son excellence et son intégrité. Désignée par Barack Obama, Elena Kagan est la troisième femme de la Cour suprême, nommée un an après Sonia Sotomayor. Elle a été la première femme à occuper le poste de solliciteur général qui défend la position du gouvernement américain devant la Cour suprême. Brillante juriste progressiste, elle s'était également fait remarquer lorsqu'elle était doyenne de Harvard. Elle avait bloqué l'accès au campus aux recruteurs de l'armée pour protester contre l'interdiction qui était faite aux homosexuels de s'enrôler. Les souffrances viennent de l'intérieur, du péché qui existe dans l'Église. C'est par ces mots que le pape est revenu sur les scandales de pédophilie qui touchent l'Église catholique lors d'un voyage de 4 jours au Portugal. Une visite dans un pays ami, illustrée par cette photo décryptée par Mireille Lemaresquier, la chef du service Monde de France Info. Une photographie très symbolique, c'est la grande affiche du pape à Lisbonne, une visite de 4 jours au Portugal, dont le point culminant est bien sûr Fatima, le pèlerinage à Fatima. Et on voit donc les Portugais qui défilent devant cette grande affiche du pape et qui n'y prêtent pas véritablement attention. Donc symbolique parce que d'abord l'Église est confrontée à de grands scandales, tous les scandales de pédophilie qui ont été révélés depuis le mois de novembre dernier, et en Amérique du Nord, et en Amérique du Sud, et en Europe, mais aussi le décalage qui existe entre la population et le Saint-Siège actuellement, à savoir, par exemple, les Portugais ont voté pour l'autorisation des mariages homosexuels, ils ont dépénalisé l'avortement il y a 2 ans, et c'est une population qui ne comprend plus tellement pourquoi l'Église n'arrive pas à se moderniser, à s'adapter à la situation actuelle. Ensuite, c'est une visite qui coûte extrêmement cher. 4 jours de faste dans un pays en plein marasme économique, avec un très fort taux de chômage et avec un plan de rigueur qui frappe très durement les Portugais. Les voyages du pape ne mobilisent plus les foules comme le faisait Jean-Paul II il y a plus de 5 ans. Les prochains voyages, c'est à Chypre et en Grande-Bretagne. Qui en parle? Personne. Voilà, et nous avons choisi de consacrer notre dossier cette semaine au travail des enfants dans le monde à l'occasion d'une conférence mondiale sur le sujet organisée à La Haye. Et d'après le Bureau international du travail, il serait 215 millions de moins de 18 ans obligés d'exercer une activité professionnelle et la moitié d'entre eux y risquent leur vie. Chaque année, ils sont près de 20 000 à mourir dans des accidents liés au travail. Pour en parler, 2 invités. Lucette Villerval, bonjour. Vous êtes responsable éducation à l'association Aide et Action qui œuvre dans une vingtaine de pays pour la scolarisation des enfants. Et Jean-François Trogarlich, bonjour. Bonjour. Directeur de l'OIT pour la France, l'Organisation internationale du travail. Alors, on disait que le phénomène du travail des enfants dans le monde était pourtant en recul. Or là, le BIT, le Bureau international du travail, parle d'efforts relâchés. Comment on explique ces mauvais chiffres ? Alors, si vous voulez, il y a eu une forte mobilisation depuis le début des années 90, à partir du moment où l'OIT a décidé que le travail des enfants, l'interdiction du travail des enfants faisait partie des droits fondamentaux, au même titre que la liberté syndicale, l'interdiction du travail forcé ou l'interdiction des discriminations. Et là, il y a eu un progrès incontestable avec le développement de nombreux programmes de coopération technique qui ont permis d'avancer beaucoup sur la ratification des 2 principales conventions de l'OIT qui portent sur la question, celle qui détermine l'âge minimum et celle qui fait en sorte que l'on s'attaque aux formes les plus extrêmes du travail des enfants. Et là, il y a eu vraiment un vrai mouvement avec beaucoup de ratifications, beaucoup de plans nationaux. Et sur la période précédente, nous faisons ce rapport tous les 4 ans. Et nous l'examinons à la conférence internationale du travail de juin prochain. Mais il y a 4 ans, nous avions constaté une diminution de 10%, ce qui était un chiffre excellent. Cette fois-ci, on continue à baisser, mais seulement de 3%. Donc le signal d'alarme est tiré. Donc faute de sensibilisation, faute de mobilisation politique ? Peut-être parce qu'il y a un petit peu de relâchement dans les efforts, ici ou là. Je pense que les progrès ont été faits à base de mobilisation des États,
de mobilisation des organisations non gouvernementales qui œuvrent énormément sur ce terrain, mais aussi de prise de conscience des entreprises qui, sur la question des droits fondamentaux, deviennent extrêmement sensibles. Et qui ont pris des mesures, hein. Il y a eu des opérations de boycott. Absolument, il y a eu, absolument. Tout cela a pesé énormément. Les mouvements consuméristes ont fait beaucoup. Et tout ça s'est répercuté dans le 10% d'il y a 4 ans. Voilà. Là, nous avons un seuil, une petite stagnation avec des éléments qui restent encourageants. Par exemple, le nombre de jeunes filles au travail a baissé sensiblement, mais le nombre de garçons de son côté, non. Et, vous l'avez dit, il y a encore 115 millions d'enfants qui exercent des activités dangereuses. Dangereuses pour leur santé, dangereuses pour leur développement psychologique. Ce sont des chiffres encore qui sont tout à fait importants. D'où votre nouvelle charge de mobilisation. Alors quand on parle du travail des enfants, on pense tout de suite aux jouets, aux chaussures, aux articles de sport. Vous qui côtoyez ces enfants qui travaillent et qui essayez de les ramener vers l'école, en réalité, dans quel domaine d'activité professionnelle travaillent-ils en majorité ? Alors, on retrouve ces enfants dans des secteurs très très différents, à savoir l'agriculture, qui est le premier employeur des enfants, on le sait peu. Tout à fait. On les retrouve dans la déchetterie. Figurez-vous qu'on les retrouve en train de trier des tas de déchets. Mais la situation évolue en plus. On s'est rendu compte que les enfants, maintenant, on les retrouve dans le tri des déchets industriels. Donc, le travail des enfants... C'est toxique, c'est dangereux. C'est toxique, c'est dangereux. On les retrouve beaucoup également dans des secteurs de la restauration, en train de récurer les marmites, dans la domesticité. C'est un domaine beaucoup plus difficile à appréhender parce qu'ils sont cachés derrière les murs privés, en fait. Mais que de familles, on rentre dans des familles de moyenne classe et on se rend compte que c'est des enfants de 8 ans qui servent dans ces maisons et qui passent leur journée. Alors, quelles sont les régions du monde qui sont les plus concernées ? Alors, si vous voulez, là, le panorama n'est pas encourageant pour l'Afrique, pas du tout. C'est là qu'il y a le plus d'enfants au travail. En Afrique subsaharienne, par exemple, un enfant sur 4 de 5 à 17 ans est au travail sous une forme ou sous une autre. Le chiffre est meilleur en Asie-Pacifique, où l'on est seulement à 1 sur 8, et meilleur en Amérique latine-Caraïbe, où on est seulement à 1 sur 10. Mais ce que disait madame est tout à fait juste. Dans l'agriculture, il faut souligner que souvent, les enfants travaillent dans la cellule familiale et donc ne sont pas rémunérés ni ne touchent quoi que ce soit. Un enfant sur 5 seulement au travail dans le monde perçoit une contrepartie à son travail. 4 sur 5 sont gratuits, sous une forme ou sous une autre. Mais alors à ce propos, l'UNICEF faisait une distinction, n'était pas totalement opposée au travail des enfants chez eux si ça ne nuisait pas à leur santé. Est-ce qu'il y a une distinction entre le travail des enfants acceptable et le travail des enfants intolérable ? Absolument, et c'est pour ça que le BIT ne s'est pas contenté de sa première convention sur l'âge minimum. Nous avons pris en 1999, donc très récemment, une seconde convention sur les pires formes de travail des enfants. Et là, qu'est-ce que c'est ? C'est l'emploi dans des conditions d'esclavage ou de travail forcé. C'est les travaux dangereux et risqués, comme ceux que madame évoquait tout à l'heure. C'est l'exploitation des enfants, et en particulier les plus jeunes, dans des activités à but lucratif, mais concernant surtout les déviations sexuelles et autres choses de ce genre-là. Et donc là, il y a une focalisation très spécifique sur ces pires formes. Et c'est vrai qu'on ne doit pas traiter de la même manière un enfant qui aide aux travaux des champs dans sa structure familiale, dans un pays d'Afrique subsaharienne, avec un enfant qui est utilisé à épandre des engrais dangereux dans une bananeraie d'Amérique latine, par exemple. Alors, les causes du travail des enfants, c'est uniquement le sous-développement, la pauvreté ? Alors, ou est-ce qu'une volonté politique pourrait, malgré le sous-développement, éradiquer le travail des enfants ? La pauvreté joue beaucoup, c'est vrai. Et c'est à ce niveau, effectivement, la volonté politique, elle est fondamentale. On s'est rendu compte que dans des pays qui ont fait le choix de s'attaquer à ce problème, comme le Brésil, effectivement, l'État a mis en place ce qu'on appelle les bourses de famille, c'est-à-dire en essayant de relever le seuil de revenus des familles, avec pour exigence que ces enfants aillent à l'école. Et ça a porté du fruit. On s'est rendu qu'il y a une baisse du travail des enfants. Mais le facteur pauvreté n'est pas le seul. Le facteur pauvreté se combine avec d'autres facteurs tels que l'éclatement de la cellule familiale. On se rend compte qu'aujourd'hui, que beaucoup d'enfants se retrouvent chefs de famille parce qu'à cause de la guerre, à cause du sida qui a décimé effectivement les familles, ou simplement on se rend compte que l'éclatement familial donne lieu également à des familles monoparentales
où les enfants sont obligés de travailler pour compenser un petit peu le revenu de la famille. On a d'autres causes également, telles que les pratiques religieuses qu'on retrouve quand on parle des enfants talibés. On utilise en fait la religion à des fins d'exploitation. On envoie les enfants mendier dans la rue. Où ils sont enrôlés dans des conflits. Ils sont enrôlés, effectivement, ils passent toute la journée, ils sont des fois maltraités. On a le problème en France. Le problème a également, on le retrouve en France. Effectivement, on se rend compte que, même en Roumanie, on se rend compte qu'il y a 6% quand même des enfants qui travaillent 6 heures par jour dans la mendicité. Et vous parliez des conflits, est-ce que justement, puisque c'est l'Afrique subsaharienne qui est en queue de peloton, on le disait tout à l'heure, est-ce que ces conflits anéantissent tout effort d'éradication du phénomène de travail des enfants ? Ces conflits, il est vrai, ne facilitent pas le travail. Dans la mesure, effectivement, il y a une perte de repère totale qu'il faut complètement reconstruire. Mais il y a un vrai travail qui se fait en ce moment par les associations, justement, pour pouvoir lutter contre les problématiques de la guerre. Quand on retrouve les enfants soldats dans la guerre, il y a un vrai mouvement qui se lève pour en tout cas interdire, s'arranger pour que les États interdisent l'utilisation des enfants dans la guerre, dans la procédure. Mais les parents, il y a aussi une question de sensibilisation des parents, parce que les parents, c'est vrai, c'est pas toujours une joie pour eux d'envoyer les enfants travailler. Il y a beaucoup de pression aujourd'hui qui impose, mais il ne faut pas négliger également la pression aujourd'hui du marché économique, qui veut produire à moindre coût. Ouais. Et la mondialisation qui a une influence sur le travail des enfants. Si on prend les problèmes vus sous cet angle économique, incontestablement, il va y avoir encore plus de problèmes demain, puisque derrière la crise financière, on va avoir des conséquences sociales, non seulement dans les pays développés, mais on oublie que cette fois-ci, la mondialisation va faire en sorte que tout le monde soit touché. Donc, parce que les enfants, c'est une main-d'œuvre pas chère, voire gratuite. Oui, mais qui peut, elle aussi, se trouver délaissée dans des pays où il n'y aura plus d'espace pour des productions qui seront en diminution. Donc moi je pense que le gros travail du BIT à l'heure actuelle, il a adopté l'année dernière un pacte mondial pour l'emploi avec une conférence internationale du travail à laquelle ont assisté les principaux chefs d'État, dont le président de la République. Ce pacte mondial pour l'emploi cherche à faire en sorte que l'emploi soit développé et mieux partagé, un emploi sûr soit mieux développé et partagé. Parce que une des premières causes du travail des enfants, c'est l'absence de travail des parents. C'est l'absence de revenus économiques stables. Et je crois qu'il faut... Insuffisance en tout cas. Et insuffisante. Et je crois qu'il est absolument nécessaire qu'on ait une approche bien intégrée. Il y a l'approche de l'interdiction du travail des enfants. Elle est importante, les mesures à prendre pour le faire, mesures d'accompagnement pour le rendre possible, mais il y a aussi la mise en place d'un socle de protection sociale minimale qui va permettre d'accompagner les enfants à l'école en assurant la santé, des systèmes de bourses, des cantines scolaires ou autres. Et je crois que on ne peut pas dissocier les questions. Il faut vraiment une approche intégrée et il est donc important que le travail du BIT soit bien coordonné, du Bureau international du travail, soit bien coordonné avec celui de l'UNESCO, de l'UNICEF et des grandes associations qui œuvrent sur le terrain. Lucette Villarval nous rappelait qu'au Brésil, il y avait eu un mieux et de manière générale sur le continent latino-américain, il y a des progrès dans ce domaine-là. Et alors, est-ce que c'est une coïncidence ou pas? C'est un sous-continent, une partie du continent qui a largement basculé à gauche. Est-ce que c'est lié à la volonté politique, voire au régime politique? Je pense que si on prend le Brésil, incontestablement, le rôle du président Lula a été déterminant. Et la mise en œuvre d'un véritable tripartisme, d'une action concertée entre les organisations syndicales, les organisations patronales, le gouvernement, associé aux organisations non gouvernementales, mais y compris à des organisations d'obédience religieuse ou autres, a joué un rôle considérable sur cette attaque frontale contre la pauvreté et qui fait du Brésil, c'est un paradoxe aujourd'hui, non plus un pays qui est en demande d'aide internationale, mais qui est un pays fournisseur d'aide internationale avec une expérience qui est beaucoup plus facilement transposable que celle des vieux pays industrialisés que nous sommes dans des pays en développement. Et en dehors de la volonté politique, sur le terrain, les petits pas, sortir des enfants du travail, ça passe uniquement par l'éducation ? Ça passe essentiellement par l'éducation. La place des enfants, c'est vraiment d'abord à l'école, vraiment, et c'est important. Dans la mesure où on se rend compte que beaucoup d'enfants, en fait, qui se retrouvent dans le circuit du travail, sont des enfants soit non scolarisés ou des enfants déscolarisés. Ça veut dire qu'effectivement, l'éducation, quelque part, participe, en tout cas, à permettre à l'enfant d'être à sa place. Par ailleurs, on se rend compte également que les parents
qui ont bénéficié d'éducation eux-mêmes n'acceptent pas que leurs enfants se retrouvent dans le système du travail infantile. À ce niveau, l'éducation est la meilleure façon vraiment de prévenir ce phénomène. Et c'est pour ça qu'à Aide et Action, nous travaillons énormément à la prévention de manière que les enfants, non seulement aillent à l'école, mais soient maintenus à l'école pour éviter qu'ils ne soient déscolarisés. Pour qu'après, ils n'envoient pas eux-mêmes leurs enfants travailler plus Exactement, tard. parce qu'ils deviennent eux-mêmes un relais de sensibilisation plus tard. Ils deviennent eux-mêmes un relais qui permettra en tout cas que la société ne bascule pas encore, n'aille pas plus loin dans la déscolarisation d'enfants. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous parler du travail des enfants. On passe à ce qui a mobilisé ou choqué, interpellé les internautes aux quatre coins de la planète. Cette semaine, la revue du web est signée comme d'habitude par Paul Bouffard. El Presidente numéro 1 sur Twitter. Quelques jours après l'ouverture de son compte, Hugo Chavez prend des dispositions pour répondre au phénomène du microblogging. Un service de 200 personnes est mis en place pour traiter les mini-messages qui inondent le président et un fonds spécial sera même créé pour répondre aux cyberurgences. Désormais, l'objectif pour Hugo Chavez, atteindre les 730 000 followers de Barack Obama. Surveiller les tyrans en direct sur la toile. Sur le même concept que Facebook, Amnesty International lance Tyranny Book. Robert Mugabe, Omar El-Béchir, Mahmoud Ahmadinejad, en temps réel, les internautes suivent en ligne l'activité des dirigeants qui font peu cas des droits de l'homme dans leur pays. Un réseau social pour fédérer les défenseurs et sensibiliser la toile aux dangers des dictatures. Après l'ère Obama 2.0, le président américain déclare la guerre aux nouvelles technologies. Devant des étudiants de Virginie, il assure qu'une société hyperconnectée peut mettre à mal la démocratie. Pourtant fan de BlackBerry et autres Twitter, il s'attaque aux réseaux sociaux, iPad, Xbox et autres PlayStation, autant de distractions qui éloignent les citoyens de l'émancipation. Bonjour Tony Bélanger. Bonjour Caroline. Chef des informations à Courrier International. Cette semaine, vous nous parlez de la peur des immigrés aux États-Unis. Oui, dans toute cette zone frontalière qui est au sud des États-Unis, à cause de cette nouvelle loi dont on a beaucoup parlé en Arizona, qui durcit les conditions en tout cas de vérification de l'identité des immigrés clandestins. Elle fait beaucoup scandale aux États-Unis, on en parle énormément parce qu'elle rompt avec une espèce de consensus qui est, jusqu'à présent aux États-Unis, on ne vérifie pas l'identité des gens, même si on suppose qu'ils sont clandestins. C'est un tabou un peu. C'était un tabou en tout cas, une tradition qui a été brisée là par cette loi d'Arizona. Donc du coup, eh bien, The Daily Beast, en l'occurrence, c'est ce webzine américain qui est un des webzines les plus lus en ce moment aux États-Unis, revient sur cette tradition américaine de s'opposer à l'immigration. Et rappelle qu'il y a un siècle de ça exactement, le même débat avait eu lieu aux États-Unis. Cette fois-ci, c'était pas évidemment les Hispano-Américains qui comptent quand même pour 12 millions d'habitants, 12 millions de personnes aux États-Unis sont en ce moment des clandestins. C'était à l'époque les Juifs et les Italiens qui posaient le même type de problème, à savoir l'identité américaine pourrait être dissoute par l'arrivée massive de ces immigrés. Le même problème, le même type de réaction, c'est-à-dire au fond, une opposition frontale ou un traitement de l'immigration clandestine qu'on connaît bien en Europe, puisque c'est celui qu'on leur réserve aujourd'hui, en ce moment, en France, en Italie ou ailleurs. Un siècle après et à l'heure de Barack Obama cette fois-ci. Exactement. Ça prend un tout autre sens. Merci beaucoup, Anthony. On se retrouve la semaine prochaine. On passe à notre témoin du monde. Et notre témoin, c'est une journaliste palestinienne de nationalité israélienne. Roula Djebrel a été éduquée dans un orphelinat de Jérusalem. Elle est ensuite partie faire ses études et est devenue journaliste en Italie. Et son roman Miral, publié chez O Éditions, nous trace le parcours de jeunes palestiniennes et à travers ce parcours nous entraîne dans une Palestine aux 1000 facettes. C'est un roman qui a été adapté au cinéma par Julian Schnabel, le réalisateur du film Le Scaphandre et le Papillon. Bonjour Roula Djebrel. Bonjour. Alors dans votre roman Miral, on suit le parcours de 4 Palestiniennes et en même temps on découvre 1000 facettes de votre pays sur laquelle vous mettriez l'accent. Je mettrai l'accent sur les femmes et sur leur éducation. Elles sont le moteur du changement dans cette société. Et d'une certaine façon, ce sont elles qui seront les décideurs dans le futur. Donc mon livre parle d'investir dans leur éducation, dans leur droit à recevoir une éducation et à être libre d'aller vers un futur différent. Et vous pensez que les femmes sont une partie de la solution ou la solution tout simplement ? Elles sont la solution. Les femmes sont celles qui ont la responsabilité de protéger la maison, la famille, de penser à la prochaine génération, aux enfants.
Et en même temps, ce sont elles qui paient le prix le plus fort. Les femmes qui sont violées, par exemple, ou emprisonnées, elles sont les premières victimes du conflit. Par exemple, je raconte l'histoire de cette petite fille, Miral, et de son école. J'ai moi-même été dans cette école à l'âge de 5 ans jusqu'à mes 19 ans. C'est un endroit formidable qui accueille les orphelins de tout le pays. À l'époque, il y avait 2000 élèves. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 30. Oui, et pourquoi? Et ce n'est pas parce qu'il y a moins d'orphelins, c'est simplement à cause des frontières, des checkpoints, du mur. Elles n'ont pas le droit d'aller étudier à Jérusalem. Donc quelle est leur option? La meilleure option pour elles, c'est de devenir prostituées. Et c'est pourquoi nous devons absolument investir dans les droits des femmes. Alors justement, la violence domestique, la violence sexuelle, l'inceste, tout ça, ce sont des tabous. Est-ce que c'est aussi une des réalités de la condition des femmes palestiniennes? Je parle de ça aussi dans mon livre. La mère de cette petite fille a été violée par son beau-père. Je parle de ma mère, en fait. Elle a été violée par son beau-père. Et elle a mis fin à ses jours. Parce que le résultat d'un conflit, c'est que la dynamique sociale est cassée. Il n'y a pas de loi, pas de sécurité. Personne n'est contraint à assumer ses actes. Et vous pensez que la littérature et le cinéma, puisque votre livre est adapté au cinéma, peuvent changer la situation? Absolument. Quand vous écrivez un livre, vous transmettez un message. Vous montrez une part de votre histoire, de votre mémoire, de votre culture. Ce que je veux dire ici, et c'est si évident en lisant une seule phrase de mon livre, c'est une scène entre une jeune fille et l'enseignante. Elles se disputent, elles discutent. La jeune fille dit qu'elle veut entrer dans la résistance. L'enseignante lui dit, écoute, la seule différence entre toi et les enfants dans les camps de réfugiés, c'est cette école. Ne perds pas cette chance. Et vous décrivez la première fois que votre héroïne, Miral, se rend dans la partie ouest de Jérusalem. C'est comme si pour elle c'était un autre pays. Est-ce que les Arabes israéliens se sentent étrangers dans leur propre pays? Bien sûr. Moi, toute ma famille, nous ne nous sentons pas seulement des étrangers, on se sent rejetés. On a le sentiment qu'on ne devrait pas être là. Et pourtant, vous avez la nationalité israélienne. Ça ne veut rien dire. Ça veut seulement dire une chose. J'ai un petit peu plus de droits que les gens qui vivent à Gaza et en Cisjordanie. J'ai plus de liberté de mouvement, mais la façon dont on me traite à l'aéroport, c'est comme si j'étais... ou n'importe où ailleurs. C'est un manque de dignité et c'est ça qui me fait le plus mal. Et je pense qu'à la fin, si Israël perdait, ce seraient toutes les mères comme moi qui perdraient. Parce qu'à la fin de l'histoire, qui resterait? Les fanatiques. Donc je mène le même combat que la plupart des Israéliens. C'est une bataille culturelle pour avoir une solution pour les deux parties. Parce que je crois vraiment à deux pays, deux États, pour deux populations. Et est-ce que vous faites confiance à des personnalités en particulier? Par exemple, est-ce que vous avez espoir en Barack Obama? Mon espoir repose dans la société civile. Mais pas forcément les hommes politiques. Je pense que le changement viendra de la population. J'aime bien Barack Obama, mais le conflit dépend-il seulement des Américains? Pas seulement, en grande partie. Mais il dépend surtout de la capacité du gouvernement israélien à comprendre que la paix est une valeur, que la paix est la solution. Vous savez, je viens d'Haïfa. Haïfa est en Israël. C'est là que ma mère est enterrée, que ma famille a vécu. Je suis prête à ne plus jamais revoir Haïfa et à aller vivre dans les 22% du territoire réservé aux Palestiniens dans les accords d'Oslo. Parce que je veux que nos enfants aient un autre futur, sans violence, sans murs, sans agonie. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission, mais vous pouvez la revoir en intégralité sur notre site internet. Parole du Monde, vous le savez, c'est quand vous voulez, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sur publicsena.fr. À bientôt. Aimé Césaire, figure emblématique de la Martinique et de la communauté noire, a inventé le concept de la négritude. La négritude fait référence à des groupes humains qui ont subi les pires violences de l'histoire
Une personnalité exceptionnelle, à la dimension internationale, un humaniste engagé contre le racisme. Il n'est pas vrai que le racisme est mort. Nous savons tous qu'il est là, qu'il sévit ça et là, et parfois là où on le croyait terrassé à jamais. À l'occasion de l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage, ce voyage poétique retrace la vie du grand homme politique et de culture. Papa Césaire, un documentaire de Sarah Maldoror, samedi à 22h, suivi d'un débat animé par Élise Lucet. PubliquSénat.fr devient le portail de l'information politique. Dès à présent, vous pouvez suivre l'actualité politique et parlementaire en temps réel. Conversez, réagissez et participez à tous les contenus du site. Et toujours la chaîne Public Sénat en direct, 24 heures sur 24, comme l'ensemble de vos émissions en VOD, en accès gratuit et illimité.